5 ans durant, le frère et la sœur se trouvaient dans le même appartement. C'était une maison confortable dans un quartier tranquille de Bordeaux, où Théo revenait quotidiennement après le travail et s'endormait, sans même soupçonner qu'il passait ses nuits littéralement au-dessus d'Élodie, sa sœur cadette, qui, selon la version officielle, avait quitté la ville il y a 5 ans. Les voisins l'avaient vue pour la dernière fois en juin 2019, et depuis lors, elle n'apparaissait régulièrement qu'en ligne. Elle communiquait activement avec ses amis et publiait des photos de prétendus endroits différents. En réalité, tout ce temps, Élodie était ici, dans l'appartement numéro 24, dans une niche sous le lit artisanal de son frère. Matin du 3 mai 2024. Devant l'appartement numéro 24 se tiennent des agents de la police criminelle de Bordeaux. La porte s'ouvre sur commission rogatoire numéro BRD 245-0301, délivrée par le tribunal après réception de nouvelles informations sur la disparition d'Élodie P. En entrant à l'intérieur, la police remarque immédiatement un meuble inhabituel au centre de la pièce, un lit en bois massif fait à la main, avec une large estrade. Initialement, rien n'éveille les soupçons. Cependant, l'enquêteur remarque un panneau légèrement surélevé à la base du lit qui semble avoir été récemment dérangé. L'ouverture de la construction prend une demi-heure et cette découverte change le cours de l'affaire. À l'intérieur de l'espace soigneusement dissimulé se trouvent des sacs en polyéthylène traités avec du gel de silice et du charbon actif, ce qui témoigne clairement d'une tentative de dissimuler toute trace de ce qui se passait. Après ouverture de l'emballage, les spécialistes découvrent les restes d'une femme. Plus tard, l'expertise judiciaire confirme qu'il s'agit bien d'Élodie, qui avait 29 ans quand on l'a vue pour la dernière fois. Les spécialistes de médecine légale affirment qu'elle s'y trouvait depuis juin 2019. Toutes ces années, Théo a vécu dans la même pièce, au-dessus de cette même niche, en parfaite ignorance ou, peut-être, en parfaite connaissance de ce qui était conservé sous lui. L'enquête se concentre sur les proches. Le premier, sous surveillance étroite, Théo P., propriétaire de l'appartement et frère d'Élodie. Il est difficile d'imaginer qu'une personne puisse vivre plusieurs années côte à côte avec une telle cachette sans soupçonner son contenu. Mais jusqu'à ce moment, la police n'avait aucune preuve directe pour l'arrêter. Il vivait tranquillement, communiquait avec les voisins, allait au travail et racontait même sa correspondance avec sa sœur, supposée voyager à travers le monde. Le deuxième suspect devient immédiatement Alexis R., l'ex-petit ami d'Élodie. Leur relation s'était terminée bruyamment et conflictuellement, et après la disparition d'Élodie, il avait à plusieurs reprises fait allusion au secret de la famille P sur les réseaux sociaux. Ces allusions semblaient évidentes. Peut-être savait-il quelque chose d'important qui se cachait derrière les portes fermées. Ces messages étaient suffisamment troublants pour que la police commence à vérifier sa version. L'enquête se déplace brusquement vers Alexis. Les policiers étudient en détail sa vie privée, collectent les données de son activité en ligne et procèdent à une expertise génétique complète. Dans l'appartement, ils cherchent minutieusement des traces qui pourraient le lier à cette terrible découverte. Cependant, tous les efforts aboutissent à un résultat inattendu. Aucune cellule d'Alexis n'a été trouvée sur le polyéthylène ou les restes. De plus, selon les voisins et collègues, le jour de la disparition d'Élodie, il était loin de Bordeaux. Les enquêteurs comprennent que la version avec Alexis perd de sa force. Cette piste se ferme, forçant la police à revenir à la question principale. Le rôle de Théo lui-même dans cette affaire. Maintenant, l'enquête passe à l'étude des détails de la vie de Théo ces dernières années. Il doit expliquer comment sa sœur a pu se retrouver sous son lit et pourquoi il a maintenu tout ce temps l'apparence de sa vie active sur les réseaux sociaux. Les comptes bancaires de Théo sont vérifiés, ses itinéraires, ses achats et sa communication. La police entend découvrir comment il a pu si longtemps cacher la vérité, vivant quotidiennement côte à côte avec la principale pièce à conviction, et comment il a réussi à tromper les amis et parents d'Élodie. Cependant, malgré le fait que tous les faits et preuves pointent directement vers Théo, la police ne se précipite pas pour l'arrêter. Il leur reste à résoudre un puzzle plus complexe,
Qui exactement créait l'activité sur les réseaux sociaux au nom d'Élodie? Qui exactement maintenait l'illusion de sa vie et pourquoi? Ces questions restent encore sans réponse. Et pour s'approcher de la solution, la police devra regarder plus profondément dans la vie privée et les motifs du frère de la jeune fille disparue. Pourquoi Alexis a-t-il publiquement fait allusion pendant des années aux sales secrets de la famille P, s'il n'existe aucune preuve directe de son implication? Le matin du 4 mai, les enquêteurs ont commencé à étudier plus attentivement le passé d'Alexis R, l'ancien petit ami d'Élodie. Le jour précédent, la police avait pratiquement exclu sa présence physique sur les lieux du crime, mais des questions demeuraient concernant son comportement étrange après la disparition de la jeune fille. Alexis était une figure publique sur les réseaux sociaux, faisant constamment des allusions transparentes aux prétendus sombres secrets de la famille P. C'est précisément cela qui poussait la police à le maintenir sous surveillance constante. La première étape des enquêteurs fut de vérifier les données officielles du service d'immigration. Selon les rapports, Alexis avait pris l'avion de Paris à Rome le 16 juin 2019, le même jour où Élodie fut vue vivante pour la dernière fois. Le vol retour était daté du 30 juin de la même année. L'alibi semblait impeccable. Se trouvant physiquement dans un autre pays, Alexis ne pouvait être impliqué dans les événements survenus dans l'appartement du cours de l'Isère. Cependant, dans la seconde moitié de la journée, l'enquête eut en sa possession un relevé bancaire d'Alexis, dans lequel se trouvait un détail troublant. 3 jours après son retour en France, le 3 juillet 2019, Alexis avait effectué un achat dans un des supermarchés de Bordeaux, une grande bouteille d'eau de Javel. Un tel achat dans le contexte criminalistique témoigne souvent d'une tentative de destruction de preuves ou de nettoyage du lieu du crime. Maintenant, les policiers décidèrent à nouveau de vérifier si Alexis n'avait pas eu un rôle de complice à distance. Les enregistrements téléphoniques confirmèrent que le jour de l'achat d'eau de Javel, Alexis était effectivement à Bordeaux. Les policiers le convoquèrent immédiatement pour un entretien. Alexis se présenta au commissariat volontairement, sans aucune résistance, et expliqua calmement l'achat de produits ménagers par le fait qu'en revenant de voyage, il nettoyait son appartement. Selon ses dires, c'était une routine habituelle après une longue absence. Dans son comportement, les enquêteurs ne remarquèrent rien de suspect. Alexis répondait clairement, avec assurance, ne se mêlant pas dans les détails. Néanmoins, l'enquête ne pouvait ignorer la coïncidence des dates et la nature de l'achat. La police eut une version de complicité à distance, supposant qu'Alexis aurait pu aider quelqu'un sans participer personnellement au crime lui-même. Les agents de police continuèrent d'étudier ses liens, correspondances et contacts dans l'espoir de trouver quelques preuves de cette version. Mais le soir du même jour, les enquêteurs reçurent l'information la plus importante du laboratoire de médecine légale. Selon la conclusion préliminaire des experts, les derniers signes de vie d'Élodie avaient disparu dans les 48 heures suivant le 16 juin 2019. Cette information confirma définitivement l'impossibilité de la participation d'Alexis à ce qui s'était passé. À ce moment-là, il se trouvait certainement à l'étranger. Les enquêteurs furent obligés de reconnaître que la version de sa participation directe tombait complètement. En même temps, le comportement d'Alexis continuait à paraître étrange et soulevait des questions. Pourquoi avait-il pendant tant d'années méthodiquement et publiquement jeté l'ombre sur la famille d'Élodie ? Peut-être la cause était-elle une déception personnelle après leur rupture bruyante, mais la police n'avait pas le droit d'agir sur la base de suppositions personnelles sans faits solides. Maintenant, l'attention de l'enquête se déplaçait progressivement vers l'autre côté de l'affaire. À la fin de la journée, les enquêteurs décidèrent qu'il était temps de vérifier la situation financière de la famille P et leurs relations internes. Peut-être était-ce là que se cachait le motif de ce qui s'était passé. Alexis devenait moins intéressant comme suspect, bien qu'il ne disparaisse pas complètement du champ de vision de l'enquête. Jusqu'à la fermeture officielle de cette direction, il fallait vérifier tous les faits par les canaux internationaux. Pourquoi des paiements étaient-ils régulièrement effectués depuis les comptes bancaires d'Élodie pour ses services en ligne, si, selon la version officielle, elle résidait depuis longtemps en Belgique? L'enquête s'est progressivement déplacée sur la figure de Théo P, le frère d'Élodie. Après que la version de l'implication de l'ancien petit ami Alexis ait été pratiquement exclue,
l'attention de l'enquête s'est reportée sur les flux financiers à l'intérieur de la famille P. Depuis le début de la disparition d'Élodie, ses réseaux sociaux continuaient d'être actifs, créant l'illusion que la jeune fille avait déménagé vivre à l'étranger. Les parents et amis pensaient qu'elle vivait en Belgique. Cependant, les agents de police ne trouvèrent aucune preuve de sa présence physique hors de France depuis juin 2019. Lors de la vérification des comptes bancaires, la police réussit à établir un détail important. Les paiements réguliers pour les abonnements et services en ligne d'Élodie se poursuivaient sans interruption jusqu'en mai 2024. Lors d'une vérification plus approfondie des adresses IP, il s'avéra que toutes ces transactions étaient effectuées directement depuis l'appartement de Théo sur le cours de l'Isère. Il devint maintenant évident aux enquêteurs que quelqu'un maintenait consciemment l'illusion que la jeune fille vivait une vie normale ailleurs. La police commença à procéder à des interrogatoires, convoquant Théo plusieurs fois dans la journée. À la question sur les paiements, le frère répondit simplement et calmement. Il expliqua qu'Élodie lui avait supposément personnellement demandé de surveiller ses abonnements et de payer les factures, car elle avait eu des problèmes avec son nouveau numéro de téléphone belge. La vérification de la compagnie téléphonique montra tout autre chose. La carte SIM d'Élodie était inactive depuis juin 2019 et n'était jamais plus entrée sur le réseau. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrirent encore un autre détail important, une transaction financière qui liait le frère et la sœur. En décembre 2018, Théo avait pris un gros crédit d'un montant de 60 000 €, prévoyant d'ouvrir une station de lavage auto. Dans ce crédit, Élodie servait de caution. En soi, une telle transaction n'était pas inhabituelle, mais c'est précisément ce fait qui était maintenant extrêmement important. Si Élodie avait officiellement disparu ou été déclarée portée disparue, la banque aurait pu commencer le processus de remboursement anticipé du crédit, ce qui aurait manifestement créé pour Théo de sérieux problèmes financiers. Lors de la communication avec les parents de la famille P, les enquêteurs firent face à encore une autre version. La famille commença à affirmer qu'Élodie avait supposément quitté la France et s'était consciemment cachée pour ne pas rembourser les dettes du crédit commun. Cette version semblait plausible au premier regard, mais n'était pas confirmée par les faits réels et les transactions bancaires. Néanmoins, l'enquête enregistra soigneusement cette déclaration et continua la vérification. Pendant ce temps, les spécialistes des crimes financiers découvrirent que le crédit pour la station de lavage était régulièrement remboursé par Théo jusqu'au dernier moment, et formellement la banque n'avait de réclamation, ni envers lui, ni envers Élodie. Cela affaiblissait partiellement la version de la fuite financière de la jeune fille à l'étranger. Cependant, la percée décisive arriva vers la fin de la journée de travail. Un des enquêteurs, étudiant les relevés de la carte bancaire de Théo, tomba sur un ticket de caisse du magasin de bricolage Leroy Merlin, daté du 17 juin 2019, le lendemain de la dernière apparition enregistrée d'Élodie. Dans la liste des achats figuraient plusieurs grandes plaques d'OSB, un film polyéthylène double et un absorbant destiné à absorber l'humidité et les odeurs. La date d'achat coïncidait trop précisément avec le moment supposé de la disparition d'Élodie. Et maintenant, l'enquête avait besoin de comprendre comment le frère pouvait expliquer cet achat suspect. Immédiatement fut envoyée une demande officielle pour obtenir les enregistrements vidéo des caméras de surveillance du magasin Leroy Merlin afin de confirmer l'identité de l'acheteur et ses actions. En attendant les enregistrements, l'enquête comprenait que la découverte de cette information changeait brusquement la direction de l'investigation. La police ne pouvait plus percevoir Théo exclusivement comme une personne tombée dans des difficultés financières. Il devenait la figure clé de toute l'affaire. Les enregistrements des caméras de surveillance devaient donner la réponse définitive. Si Théo avait effectivement personnellement acheté les matériaux utilisés lors de la construction de la cachette sous le lit, cela changerait radicalement le statut de sa participation dans ce qui se passait. L'enquête s'arrêta sur ce moment tendu. Les heures suivantes étaient décisives, car les preuves vidéo pouvaient définitivement confirmer qui exactement était responsable de tout ce qui se cachait dans l'appartement numéro 24 sur le cours de l'Isère. Qu'ont exactement enregistré les caméras de vidéosurveillance du magasin Leroy Merlin, et comment cela va-t-il changer le statut du frère d'Élodie? Le 8 mai,
l'enquête passa à une nouvelle étape. Le sergent Mallette, un des enquêteurs les plus expérimentés de la direction de police de Bordeaux, reçut le matin la réponse à la demande officielle concernant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin Leroy Merlin. Le sergent comprit immédiatement que c'était la pièce à conviction la plus importante dans l'affaire de la disparition d'Élodie P. La vidéo était datée du 17 juin 2019, seulement 24 heures après qu'Élodie ait été enregistrée vivante pour la dernière fois. Sur l'enregistrement de la caméra, on voyait clairement Théo charger lui-même dans une petite Renault Twingo un sac de 20 kg d'absorbant, plusieurs plaques d'OSB et un grand rouleau de film polyéthylène double. Le visage de Théo sur la vidéo ne laissait aucun doute, c'était bien lui. Cette preuve était suffisamment sérieuse pour que les enquêteurs procèdent à l'étude détaillée de l'itinéraire et des actions ultérieures du suspect. Le même jour, le sergent Mallette procéda à l'examen de l'ascenseur dans l'entrée de l'immeuble sur le cours de l'Isère. L'attention de l'enquêteur fut attirée par les enregistrements de la caméra interne de l'ascenseur. Sur l'enregistrement du 18 juin 2019 à 2h03 du matin, Théo était distinctement enregistré. Il apportait dans la cabine un objet volumineux, enroulé dans du polyéthylène, rappelant par sa forme et ses dimensions une silhouette humaine. Le poids de la charge fut visuellement déterminé par les experts à environ 54 kg. Le sergent Mallette convoqua immédiatement Théo au commissariat pour un interrogatoire répété. À la question sur l'origine de la charge suspecte, enregistrée par la caméra dans l'ascenseur, Théo déclara que ce n'était qu'un vieux matelas dont il se débarrassait lors du nettoyage de l'appartement. Dans ses paroles, on ne remarquait ni agitation ni nervosité, mais les détectives ne pouvaient accepter cette explication sans vérification. Les enquêteurs reçurent immédiatement la conclusion des experts criminalistiques. Ils confirmèrent que par sa forme et sa masse, l'objet apporté dans l'ascenseur ne pouvait en aucun cas être un matelas. La conclusion était sans équivoque. L'objet avait des contours nets d'une silhouette humaine et correspondait par tous les paramètres à ce que la police avait découvert sous le lit estrade. Maintenant, les paroles de Théo semblaient encore plus douteuses aux yeux de l'enquête. Durant la journée, l'avocat de Théo et ses parents tentèrent d'induire l'enquête en erreur, affirmant que tous les matériaux de construction achetés étaient destinés à la réparation de la loggia. Pendant un certain temps, cette version pouvait effectivement paraître convaincante. Cependant, les témoignages des voisins et l'examen de la loggia elle-même dans l'appartement numéro 24 exclurent complètement la nécessité d'une telle réparation, ce qui signifiait la fermeture d'encore une fausse piste. Vers le soir, les enquêteurs reçurent un certificat officiel d'Interpol. Les doutes qui subsistaient encore concernant le rôle de l'ancien petit ami d'Élodie, Alexis R, étaient maintenant définitivement levés. Il fut officiellement confirmé qu'Alexis se trouvait effectivement en Italie les jours où l'irréparable s'était produit. Ainsi, cette fausse piste se fermait définitivement et irrévocablement. Maintenant, toute l'attention était focalisée exclusivement sur Théo et ses actions. Les enquêteurs, convaincus de la fausseté des versions précédentes, prirent la décision d'étudier plus profondément la personnalité de Théo lui-même. La police décida de commander un portrait psychologique du suspect pour comprendre ses véritables motifs et les causes internes possibles qui auraient pu mener à de telles actions. Pour l'instant, ils ne savaient pas avec certitude ce qui l'animait exactement. Mais ils comprenaient que la révélation de cette information pourrait définitivement éclaircir toutes les circonstances de l'affaire. Maintenant, les enquêteurs attendèrent la conclusion psychologique. La personnalité de Théo, qui n'avait auparavant pas attiré l'attention de la police, devenait maintenant l'objet principal d'étude. Les enquêteurs espéraient que le portrait psychologique révélerait les véritables causes du comportement du frère d'Élodie et expliquerait comment il avait pu si longtemps mener une double vie, cachant les événements qui se déroulaient directement sous ses pieds. Comment Théo a-t-il pu pendant 5 ans mener une vie quotidienne dans l'appartement, sachant que les restes de sa sœur y étaient là cachés, et en même temps ne se trahir d'aucune façon? Vers la mi-mai, l'attention de l'enquête se focalisa définitivement sur la personnalité de Théo P. Les policiers s'étaient déjà assurés que c'était précisément lui qui achetait les matériaux utilisés pour créer la cachette, et c'était précisément lui qui apportait dans l'appartement le paquet suspect en juin 2019. Maintenant, il faisait face à une tâche plus complexe.
comprendre comment une personne pouvait mener une vie si mesurée quand elle rentrait quotidiennement chez elle et se couchait au-dessus d'un terrible secret caché directement sous elle. Les enquêteurs demandèrent la documentation médicale de Théo et reçurent une réponse inattendue qui pouvait éclairer de nombreux détails de son comportement. Selon le dossier médical, dès 2017, une anxiété généralisée avait été diagnostiquée chez Théo et des traits obsessionnels de personnalité avaient été enregistrés. Dans les conclusions médicales, il était question de son penchant obsessionnel pour l'ordre, la planification et la tendance à contrôler chaque détail de sa vie. Un tel diagnostic pouvait expliquer la minutie de Théo dans l'organisation de la cachette et la méthode de ses actions. Mais il n'expliquait pas le calcul froid et réfléchi avec lequel il avait pendant des années caché ce qui se passait. Les détectives procédèrent à un examen supplémentaire des documents financiers et révélèrent encore un autre fait troublant. De 2020 à 2023, Théo achetait régulièrement des absorbeurs d'humidité et des moyens desséchants spéciaux. Les tickets confirmant ces achats étaient à conserver. Cela signifiait qu'il n'avait pas seulement créé une cachette, mais qu'il surveillait aussi constamment pour que rien ne trahisse sa présence dans l'appartement. Il était évident qu'il était conscient de la nécessité de contrôler l'état de ce qui était caché sous le lit. Simultanément, l'enquête vérifia la version possible selon laquelle Théo aurait pu agir sous la pression d'une tierce partie, d'un extorqueur inconnu qui aurait pu le faire chanter pendant 5 ans. Les enquêteurs étudièrent les bases de données sur les groupes criminels, tentèrent de trouver tout lien ou contact suspect de Théo pendant toute cette période. Cependant, la base de données ne donna aucune correspondance. Cette version s'effondra rapidement, car il n'y avait pas la moindre preuve de chantage ou de pression extérieure sur le suspect. Tard le soir du 12 mai, les détectives procédèrent à un examen répété du smartphone de Théo, qui était en possession de la police. Là fut découvert un court brouillon de texte daté du 17 juin 2019 à 22h14. Dans le message figuraient seulement quelques mots « Elle est tombée ». Le sang coulait. Cette courte phrase était la première indication directe que ce soir-là, il s'était passé quelque chose qui était devenu le point de départ des actions ultérieures de Théo. Le brouillon était manifestement destiné à quelque explication ou aveu, mais n'avait jamais été envoyé. Les experts commencèrent immédiatement une étude plus approfondie de ce message. Les analystes du département technique procédèrent à la récupération des données supprimées et à la vérification des appels effectués cette nuit-là. Parallèlement, l'enquête procéda à l'examen image par image des enregistrements des caméras et capteurs de l'entrée pour reconstituer le tableau exact de ce qui se passait dans la nuit du 16 au 17 juin. Les psychologues continuèrent de travailler sur l'établissement du portrait complet de Théo, tentant de comprendre si une personne avec un tel profil psychologique pouvait commettre des actions qui, pendant de longues années, étaient restées cachées de l'entourage. Ils étudièrent son enfance, les relations avec la famille, la manière de communiquer avec les gens, les habitudes quotidiennes, tentant de construire un profil psychologique net. Selon leur opinion, c'était l'élément clé dans la compréhension de ses actions et actes. À la fin de la journée, l'enquête tira une conclusion préliminaire. Théo possédait effectivement des traits uniques qui lui permettèrent de conserver un calme extérieur et de planifier méthodiquement ses actions. Les psychologues confirmaient qu'une telle personne pouvait facilement vivre une double vie, contrôlant soigneusement tous ces aspects. Maintenant, l'enquête faisait face à la tâche de reconstituer complètement les événements de cette nuit pour établir les circonstances exactes qui avaient mené à la disparition d'Élodie et aux actions de son frère. Les enquêteurs ne prononçaient pas à voix haute le mot « meurtre ». Mais tous comprenaient que l'enquête s'était approchée de la révélation d'un terrible secret que cet appartement ordinaire au centre de Bordeaux avait si longtemps caché. L'enquête, auparavant complètement concentrée sur la personnalité de Théo, fit un pas de côté pour comprendre plus profondément ce qui se passait dans la vie d'Élodie elle-même avant les événements tragiques. Jusqu'à ce jour, la victime était perçue par l'enquête principalement comme une figure passive. Maintenant, la police entendait éclairer ses propres motifs, craintes et actions, qui peut-être avaient été le catalyseur des événements de cette nuit de juin. La police interrogea des dizaines de témoins de l'entourage de la jeune fille, y compris des amis, collègues et connaissances. Les informations les plus importantes vinrent d'un travailleur social de la CAF, Caisse d'allocation familiale,
avec qui Élodie avait eu une conversation confidentielle peu avant sa disparition. Le travailleur social confirma qu'au début de juin 2019, Élodie entendait déposer une plainte officielle contre son frère. La jeune fille avait raconté que Théo fournissait de fausses informations sur ses revenus pour obtenir des prestations sociales. Cette déclaration aurait sans aucun doute provoqué de sérieuses conséquences financières et juridiques pour son frère. Une confirmation supplémentaire du conflit entre le frère et la sœur fut trouvée dans la correspondance d'Élodie, obtenue de son téléphone. Le message qu'elle avait envoyé à son frère le 15 juin 2019 à 21h45 était sans équivoque et émotionnellement chargé. « Si tu ne me donnes pas accès au compte, je vais à la police demain matin. » Cela devint le moment clé dans la compréhension de la gravité du conflit qui avait éclaté à la veille de la disparition de la jeune fille. Cependant, quand les enquêteurs convoquèrent les parents d'Élodie et Théo pour un entretien répété, ceux-ci nièrent catégoriquement l'existence de tout conflit entre les enfants. Les parents affirmaient avec assurance que leur fils et leur fille avaient toujours eu de bonnes relations, bien que non sans les désaccords domestiques habituels. Cette version de la famille entrait en contradiction directe avec les données obtenues de la correspondance personnelle, ce qui mettait en doute la sincérité des parents et renforçait les soupçons de l'enquête concernant leur possible désir de protéger leur fils. D'importants témoignages arrivèrent aussi de la voisine, résidant directement derrière le mur de l'appartement de Théo et Élodie. Elle déclara qu'environ à 1h30 du matin, elle avait entendu un cri de femme fort, mais n'y avait pas prêté attention, supposant que c'était un son de la télévision qui fonctionnait habituellement fort la nuit dans l'appartement de Théo. Au début, l'enquête accepta ces témoignages avec doute, mais en l'absence d'autres données, la version semblait acceptable. Cependant, dès le soir, la situation changea radicalement. La police reçut le rapport officiel de la compagnie énergétique sur la consommation d'électricité dans l'appartement, équipé d'un compteur électrique intelligent, Linky. Selon les données du rapport, dans la période de 1h à 2h du matin le 16 juin 2019, la consommation d'électricité dans l'appartement de Théo chutait brusquement au niveau de base, correspondant à un téléviseur éteint et à un nombre minimal d'appareils ménagers. Cela signifiait que les paroles de la voisine sur le téléviseur fonctionnant fort étaient probablement fausses ou qu'elle avait mal interprété ce qu'elle avait entendu. La situation décrite par la voisine ne correspondait pas aux données techniques qui devenaient être maintenant une source fiable d'informations. Les experts analysant les données énergétiques transmirent immédiatement toute l'information à l'expert médico-légal qui devait maintenant déterminer le plus précisément possible les cadres temporels de ce qui était arrivé à Élodie. Les indications du compteur électrique donnaient une base précise et objective pour comprendre les événements réels dans l'appartement dans ces minutes où avait résonné ce cri troublant. Les 24 heures suivantes, l'enquête les consacra à la préparation de la conclusion médicale basée sur les nouvelles données obtenues. La police comprenait que maintenant, la chronologie de la nuit du 15 au 16 juin devenait le facteur clé dans l'affaire. C'était précisément l'expertise médicale qui devait définitivement confirmer ou réfuter toutes les versions et établir à quel point les témoignages des témoins et les données techniques obtenues correspondaient au tableau réel des événements. L'expertise psychologique d'Élodie continuait aussi parallèlement. Les spécialistes tentèrent de comprendre ce qui exactement avait pu effrayer la jeune fille à un point tel qu'elle avait décidé d'aller à la police contre son propre frère. Il devenait évident que le conflit financier autour du crédit et des prestations sociales n'était peut-être que la cause superficielle, sous laquelle se cachèrent des motifs plus profonds et sérieux. La mort d'Élodie était-elle le résultat d'un accident tragique ou les actions étaient-elles intentionnelles ? 5 mois après la découverte de la terrible trouvaille sous le lit dans l'appartement du cours de l'Isère, l'enquête s'approcha de la phase finale. En octobre, le médecin légiste Dr Lachaud présenta officiellement le rapport final sur les causes et circonstances de la mort d'Élodie P. Ce document devait apporter une clarté définitive dans les événements de la nuit du 15 au 16 juin 2019. Dr Lachaud commença son intervention par une description détaillée des expertises menées. Les recherches médicales confirmèrent que la jeune fille avait reçu un traumatisme crânien causé par un objet contondant ou un coup violent contre une surface dure.
Le caractère et la localisation des dommages correspondaient à une chute, mais selon l'opinion du médecin légiste, ce dommage en soi n'était pas létal. Le traumatisme lui-même n'aurait pas été critique s'il n'y avait pas eu les actions ultérieures qui furent entreprises immédiatement après ce qui s'était passé. Dr Lachaud accorda une attention particulière à la recherche détaillée de l'emballage dans lequel furent trouvés les restes d'Élodie. Sur la soudure thermique interne du sac polyéthylène, les criminalistiques découvrirent une particule microscopique de plastique, sur laquelle étaient conservées des traces de sueur contenant de l'ADN correspondant complètement à l'échantillon de Théo. Ces données confirmèrent que c'était précisément le frère qui s'occupait de l'emballage directement au moment de la tragédie. Les empreintes digitales partiellement conservées sur le sac furent aussi analysées. Cependant, elles étaient insuffisantes pour une identification sans équivoque. Par l'intermédiaire de son avocat, Théo tenta de présenter une explication alternative de ce qui s'était passé. Il affirmait qu'après la chute d'Élodie, il lui avait mis sur la tête un sac polyéthylène avec de la glace pour arrêter l'hémorragie et soulager l'état jusqu'à l'arrivée des médecins qu'il se proposait supposément d'appeler plus tard. Initialement, cette explication semblait plausible, c'est pourquoi l'enquête ne se dépêchait pas d'exclure complètement cette version sans vérification supplémentaire. Cependant, les recherches ultérieures réfutèrent la déclaration de Théo. À l'intérieur du sac furent découvertes des microfibres spécifiques de l'emballage de légumes surgelés, habituellement utilisés dans le ménage comme compresse froide. Les experts confirmèrent qu'au moment de l'application du sac sur le visage de la jeune fille, il ne contenait pas de glace et les légumes avaient été extraits auparavant. Ce fait détruisait complètement la version de Théo sur ses prétendues bonnes intentions. Dr Lachaud souligna que c'était précisément la compression ultérieure par le sac polyéthylène qui était devenu le facteur fatal. Le traumatisme crânien en soi n'aurait probablement pas été la cause de la mort, s'il n'y avait pas eu d'autres actions entreprises menant à l'impossibilité de respirer. L'expert ne donna pas d'évaluation directe des intentions, mais d'un point de vue médical, il conclut sans équivoque que c'était précisément ces actions qui étaient devenues la cause de la mort d'Élodie. Sur le fond du rapport présenté, l'enquête procéda à une vérification supplémentaire de l'état psychologique de Théo à ce moment. Les matériaux précédemment collectés témoignaient que Théo agissait toujours de manière extrêmement calculée, ce qui ne correspondait pas à l'hypothèse de panique accidentelle. Ainsi, le rapport de Dr Lachaud renforçait substantiellement la position de l'accusation. À la lumière des nouvelles preuves, le procureur commença activement à préparer l'acte d'accusation officiel contre Théo. Toutes les circonstances, détails et preuves pointèrent maintenant clairement vers sa participation directe et ses actions conscientes après ce qui s'était passé. Bien que Dr Lachaud évita prudemment les accusations directes, ses conclusions ne laissaient pas à l'enquête d'espace pour des explications alternatives. Le rapport médico-légal devint la preuve fondamentale que l'événement tragique de la nuit du 16 juin 2019 n'était pas simplement un accident, mais avait été aggravé par des actions intentionnelles. Cela expliquait aussi la méthode des actions de Théo dans les années suivantes. La création de conditions idéales pour la dissimulation et la conservation des preuves. Maintenant, l'enquête et le tribunal faisaient face à la tâche de fixer juridiquement ces preuves et de prouver leur suffisance pour prononcer un verdict de culpabilité. La police, s'appuyant sur la conclusion de Dr Lachaud, commença à se préparer au procès. La défense de Théo, au contraire, construisait une ligne d'arguments, tentant de réduire au maximum le degré de sa responsabilité. Arrivait la phase finale de la longue et complexe enquête, qui avait commencé par une découverte semblant au premier regard absurde et terrible sous le lit dans un appartement tranquille du cours de l'Isère. Théo se décidera-t-il enfin à révéler complètement les détails de ce qui s'est passé dans la nuit du 16 juin 2019 ? Le 10 février 2025 à Bordeaux se déroulait une des audiences judiciaires les plus attendues des dernières années. Dans la salle du tribunal se trouvait Théo P., l'homme qui pendant presque 6 ans avait gardé un terrible secret, caché littéralement sous son propre lit. Extérieurement, il semblait calme et retenu. Mais tous les présents savaient que ce procès était devenu l'apogée d'une longue et douloureuse enquête, ayant rassemblé des centaines de preuves et de faits. L'enquête et le tribunal, s'appuyant sur les preuves collectées,
s'efforcèrent de déterminer sans équivoque sa culpabilité. Le parquet présenta les résultats de l'expertise acoustique menée dans l'entrée de l'immeuble du cours de l'Isère. Selon la conclusion des experts, le son qui avait résonné à 1h30 du matin le 16 juin pouvait effectivement être pris pour un cri de femme, surtout dans les conditions de silence complet. Cela confirmait les paroles de la voisine qui avait auparavant entendu un son semblable, bien qu'elle ait mal interprété sa source. Additionnellement, les données électriques du compteur Linky montraient irréfutablement que le téléviseur et autres appareils bruyants dans l'appartement étaient éteints à ce moment. Outre l'acoustique, furent aussi présentées les données des caméras de l'entrée. L'analyse des enregistrements confirma que dans la période de 0h à 4h du matin, personne d'autre que Théo n'était entré ou sorti de l'appartement. Sur les images vidéo, il semblait calme, bien qu'il soit évident que les événements à l'intérieur de l'appartement étaient dramatiques et nécessitaient une explication détaillée. La défense tenta d'avancer une version alternative, déclarant que théoriquement, une personne extérieure aurait pu pénétrer et sortir de l'appartement par la fenêtre, évitant les caméras de surveillance. Pour vérifier cette hypothèse, l'enquête invita des pompiers qui démontrèrent en détail au tribunal l'impossibilité complète d'une telle manœuvre sans laisser de traces. La hauteur de la fenêtre et l'emplacement de l'auvent à ordures en dessous rendaient cette variante complètement irréaliste. Ainsi, la version d'un possible cambrioleur qui aurait supposément attaqué Élodie et disparu par la fenêtre s'effondra définitivement. Aucun détail dans l'enquête ne confirmait la participation d'une personne extérieure. La police avait auparavant déjà vérifié tous les contacts et déplacements de personnes capables de pénétrer dans l'appartement, et toutes ces hypothèses avaient été fermées. Il ne restait qu'une seule personne dont la présence dans l'appartement cette nuit-là ne soulevait aucun doute. Théo lui-même. Pendant toute l'audience judiciaire, Théo conservait un calme surprenant. Cependant, sa défense perdait de plus en plus ses positions face à l'évidence des preuves présentées. Les psychologues judiciaires notèrent séparément que le comportement de l'accusé correspondait complètement à son profil psychique, caractérisé par l'obsessivité et l'anxiété, précédemment révélés au cours de l'enquête. Selon les paroles des spécialistes, cela pouvait expliquer son sang-froid dans des circonstances où la plupart des gens auraient éprouvé de la panique. Néanmoins, au fur et à mesure que le procureur présentait les preuves et que les conclusions du tribunal devenaient de plus en plus sans équivoque, la tension chez Théo devenait plus remarquable. Il semblait qu'il réalisait que sa position devenait désespérée et que la négation ne pouvait déjà plus l'aider à éviter un verdict de culpabilité. Finalement, en plein milieu de l'audience judiciaire, Théo demanda inopinément d'interrompre l'examen de l'affaire. Toute la salle se figea dans l'attente, quand l'accusé prononça lentement et prudemment « Si je dis tout, pouvez-vous réduire la peine ?» Cette déclaration provoqua la surprise et un choc silencieux dans la salle de tribunal. Personne ne s'attendait à un tel coup de sa part. Compte tenu de son silence obstiné pendant toute l'enquête, le juge ordonna d'annoncer une petite pause pour discuter de la proposition de Théo. Les avocats et le procureur se retirèrent rapidement pour des consultations, pendant que l'accusé lui-même restait calmement à sa place, regardant devant lui. Il semblait que c'était précisément cette décision qu'il avait évitée pendant de longues années, raconter ce qui s'était réellement passé cette nuit où la vie d'Élodie s'était interrompue. Maintenant, arrivait pour le tribunal un moment critique. Tous les présents comprenaient que des paroles ultérieures de Théo dépendraient la compréhension finale des motifs et circonstances de ce qui s'était passé. Le tribunal décida d'accepter ces aveux seulement dans le cadre de la séance suivante, pour donner la possibilité de préparer les procédures juridiques nécessaires et protéger les droits de tous les participants au procès. L'audience du tribunal du 14 mars 2025 commença exactement à 10h du matin. Dans la salle, il n'y avait pas de place libre. Journalistes, parents et observateurs suivaient attentivement chaque mot de Théo, qui avait décidé de raconter complètement ce qui s'était passé cette nuit fatale du 16 juin 2019. Théo parlait lentement, mais clairement. Selon ses paroles, le soir avant la tragédie, un conflit sérieux avait eu lieu entre lui et Élodie à cause d'une question financière. Sa sœur lui avait présenté un document bancaire confirmant que sans sa signature, sa ligne de crédit et ses comptes seraient immédiatement gelés.
Les émotions s'intensifiaient et à un moment donné, Élodie avait brusquement jeté ce rapport directement au visage de Théo. Il avait instinctivement repoussé et avait accidentellement poussé sa sœur. Ayant perdu l'équilibre, elle s'était cognée la tête contre le montant de la porte. Théo expliqua en détail qu'il avait vu du sang et s'était effrayé, après quoi il avait entrepris une tentative inconsciente d'arrêter sa propagation. Pour que le sang ne tombe pas sur le sol et les meubles, il avait saisi un sac polyéthylène, l'appliquant sur la tête de sa sœur. Mais dans la panique, il ne réalisait pas qu'ainsi il lui coupait l'accès à l'air. Seulement au bout de quelque temps, remarquant l'absence de respiration, Théo comprit que l'irréparable s'était produit. Ayant peur des conséquences et de la faillite, il décida de cacher le fait de la mort d'Élodie à tout prix. Les représentants de l'accusation vérifièrent minutieusement, étape par étape, chaque détail des aveux. Le ticket daté du 17 juin 2019 montra l'achat de matériaux nécessaires pour créer la cachette. Les expertises du polyéthylène confirmèrent la présence de sueur de Théo. Son ADN fut trouvé directement à l'intérieur de la couture de l'emballage. Les absorbants achetés par lui expliquaient l'absence de toute odeur suspecte dans l'appartement pendant presque 5 ans. Les traces électroniques, révélées par les experts en cybercriminalité, prouvèrent que c'était précisément Théo qui payait régulièrement les abonnements et services au nom d'Élodie depuis sa propre adresse IP pour maintenir l'illusion de sa vie en Swansea, Belgique. La carte SIM de la jeune fille elle-même restait inactive depuis la nuit de sa disparition, confirmant l'absence de toute participation physique de sa part. La vidéo des caméras de l'ascenseur et de l'entrée de l'immeuble confirma définitivement que c'était précisément lui qui déplaçait un volumineux paquet dans l'appartement la nuit après la tragédie. Les avocats de Théo insistaient obstinément sur la non-préméditation des actions, insistant sur l'état de panique après l'accident. Ils s'efforçaient de convaincre le tribunal que tout ce qui s'était passé était un accident tragique. Cependant, le procureur présenta au tribunal une preuve importante. Un SMS de la banque, arrivé sur le téléphone de Théo le soir du 15 juin. Il y était clairement communiqué la possible congélation de tous ses comptes sans la signature d'Élodie. C'était le motif clé expliquant la volonté de cacher la mort de sa sœur. Cet aspect financier s'avéra décisif aux yeux du tribunal, réfutant la version de panique accidentelle et soulignant la conscience des actions de l'accusé. Le tribunal se retira pour une courte délibération, après quoi le président annonça le verdict définitif. Théo P. fut reconnu coupable selon 2 articles, meurtre intentionnel et dissimulation de ce qui s'était passé. Le tribunal décida de le condamner à 22 ans de privation de liberté avec emprisonnement immédiat.